Bonjour à toutes et à tous, bonjour et merci toujours d'être encore de plus en plus nombreux à suivre State of Food, qui va avoir des petits changements encore, mais on vous en parlera à la rentrée. Et aujourd'hui, je reçois Jean Viard, alors là je suis vraiment très contente, sociologue, directeur de recherche associé au CEBITPOF et au CNRS, fondateur des éditions de l'Aube et qui est un observateur, je dirais, attentif de la société française depuis plus de 50 ans. Bonjour Jean-Pierre. Alors dire que je suis contente, c'est pas vrai. C'est plus que contente en fait. Donc moi, c'est niveau sur 10, c'est 15. Parce que vous êtes un des sociologues que je cite le plus dans mes travaux. Merci. Et je vous remercie, mais vraiment de m'avoir accordé cet entretien. Je sais que vous avez un agenda chargé. Et il correspond aussi à la sortie de votre nouveau livre dont on va beaucoup parler, qui s'appelle Une France bousculée, qui est en fin de compte les chroniques que vous avez fait entre le Covid et quasiment jusqu'à la guerre. Voilà, ouais. Et donc, moi qui parle d'alimentation dans State of Food, je me suis dit, il faut que Jean Viard y vienne et qu'il nous parle un peu d'alimentation, d'agriculture, comment lui perçoit ça dans le cadre de ce livre. Et une des premières questions que je voulais vous poser, c'est, vous le dites dans le livre, que le peuple est devenu foule. Et qu'en fin de compte, le peuple, il avait une mémoire des luttes, une cuisine commune. En fin de compte, ça veut dire quoi, nous, pour l'alimentation? On est passé d'une France qui mangeait à peu près pareil, pot-au-feu du dimanche, blanquette et tout, à une France qui mange chacun dans son petit archipel, comme dirait Jérôme Fourquet, ou on est dans autre chose? C'est Victor Hugo qui avait commencé à parler des moments où le peuple devient fou. Si vous voulez, parce que ça veut dire quoi? C'est que les sociétés s'organisent avec un corps politique, un récit, et de temps en temps, ça se déstructure. Alors ça s'est déstructuré après la Révolution française, ça a mis quasiment un siècle à se restructurer. Vous comprenez qu'on n'invente plus des classes, toutes ces notions qui n'existaient pas. Nous, on est un peu dans la même situation. C'est-à-dire que justement, on sort de la lutte des classes, ça ne veut plus dire grand-chose. 90% des accords dans les entreprises sont signés par tous les syndicats qui vont pour la CGT, donc je veux dire, bon, il y a une mise en scène, mais dans la pratique sociale, ça existe, il y a des conflits comme partout, mais pas plus. Pourquoi? Parce qu'on est une société totalement d'individus, qu'on n'a jamais été aussi libre de nos choix, de nos engagements, de nos changements, pour une raison très simple, c'est qu'on vit très longtemps. On a gagné 20 ans d'espérance de vie depuis la guerre, mais on n'a pas dit qu'on allait faire 20 ans la même chose, avec le même au même endroit. Donc on va changer de conviction, de partenaire. On est passé en moyenne, les dames, vous êtes passés de 3 à 7 partenaires, les hommes de 7 à 14, qui racontent, parce que c'est bizarre que les deux chiffres ne correspondent pas, mais c'est un autre sujet. On n'est pas dans une émission sur l'érotisme, mais sur l'imaginaire sexuel. Et on est dans cette société d'individus. On n'a jamais été aussi libre. C'est ça le côté positif. Et vraiment, le problème du côté positif, c'est le côté négatif, c'est-à-dire qu'effectivement, comment on fait une société ensemble, comment ça s'organise. Alors vous avez des discours, tout s'effondre, etc. Non, ce qui s'effondre, c'est les cadres périmés. Le mariage, le vote à chaque fois qu'il y a une élection, même le CDI, etc. Les auto-entrepreneurs, les CDD, etc. Et donc, on est dans une société de discontinuité et il faut qu'on réinvente de nouveaux cadres. On est entre les deux. Pierre Weiss parle de bifurcation. Moi, j'aime bien les termes bifurcation. Il n'y a pas de décivilisation, comme disent certains, même avec beaucoup de plumes sur la tête. Il y a effectivement changement de civilisation. On passe d'une civilisation industrielle, de classe sociale, structurée par un modèle fordiste, avec le mec en haut, la nana, le ménage et tout, le président, le politique, à une société d'individus discontinus, avec augmentation de la solitude, nombre de femmes qui vivent seules, PMA majoritairement pour des femmes seules, etc. Ce qui semblait des évidences absolues, donc le patriarcat, paf, la nature et le politique s'explose, l'IA vient mettre le bordel dans tout ça, et en même temps c'est une solution et un bordel, on est là-dedans. Alors, dans les questions alimentaires, si vous voulez, c'est très compliqué de savoir, parce qu'avant les gens ils mangeaient pas tous la même chose. Même aujourd'hui, les milieux populaires, ils mangent quand même surtout des pâtes et du poulet. Et des œufs. Regardez, en ce moment, il y a une pénurie d'œufs partout. Alors, d'une part, parce que les gens, ils aiment beaucoup l'agriculture, mais pas les poulaillers. Moi, je dis souvent aux Parisiens, vous mangez en moyenne 3 millions d'œufs par jour. Ben, prenez les poules. Si vous voulez vraiment nous parler d'agriculture, on est prêt à vous envoyer 3 millions de poules. Vous avez de la place, là, dans le jardin public, je sais pas, vous pourriez les mettre. Et c'est ça qu'il faut se représenter. Et donc, effectivement, on est dans ces sociétés. Est-ce qu'on mange la même chose? C'est pareil, parce que les élites sociales, ben, elles sont déjà en train de manger légal, bio, très peu. Vous savez, dans les restaurants chics, il y a 3 tomates sur une assiette, mais bien disposées avec des petites feuilles. C'est très bon, hein, je veux dire, mais c'est pas la quantité qui fait. C'est plus le plat qui nourrit l'ouvrier.
Et moi, j'ai travaillé beaucoup dans le tourisme. Je conseillais de mon maire, notamment, quand il a pris la direction de BDF. Quand on arrivait dans les villages, on voyait les repas que les gens préparaient à midi. Et, attends, ils sont pas quelqu'un. Les gens à midi, ils ont pas envie d'un pot-au-feu, quoi. Les filles, elles veulent une tomate, aller manger sur la plage avec une tranche de jambon, et voilà. Et ce qu'elles veulent, c'est ça, c'est pas un repas. Bon, c'est toutes ces évolutions. Donc, il y a un groupe social qui évolue beaucoup. Il y a un groupe social qui est effectivement de gens qui ont des moyens modestes. Et puis, il y a la multiplication des cultures. Regardez l'importance des cultures musulmanes, du rapport alimentaire, etc. Il y a une région juste là-dessus, mais c'est la région Carolingia. Ils ont fait des maisons de l'alimentation. Très intéressant, parce que c'est des gens qui cuisinent normalement chez eux, qui viennent cuisiner. Et il y a des agriculteurs qui viennent pour ça. Attends, mais toi, quelle tomate il te faut pour le pot-au-feu? Et toi pour l'adobe? Et toi pour le couscous? Et après, les gens mangent d'autres. On peut y aller manger dans ces maisons d'alimentation. Mais en fait, l'idée, c'est justement qu'il y a toutes ces techniques. Il y a des Provençaux, il y a des Italiens, il y a des Marocains, des Algériens, etc. Beaucoup de femmes, faut bien le dire. Et donc, c'est tout ça qui se passe. Est-ce qu'il n'y a pas une alimentation des villes et une alimentation des campagnes? L'alimentation des villes qui est dans les médias, et en la réalité des campagnes, en fin de compte, les gens mangent avec ce qu'ils ont dans le porte-monnaie, ils mangent un peu comme ils mangeaient avant ou pas. Il faut faire attention, 63% des Français ont un jardin. Dedans, il y a à peu près 40% qui ont un potager. Ça fait déjà beaucoup. Vous avez 67% des gens qui partent travailler en voiture tous les matins. Il faut faire attention à l'imaginaire urbain du monde. Les métropoles, c'est 30% de la population pour aller vite, et les non-métropoles, c'est 70%. Mais qui c'est qu'il y a dans les non-métropoles? Il y a évidemment des populations rurales traditionnelles, mais de moins en moins nombreuses. Et il y a surtout des urbains qui sont installés autour de la ville. Le cœur de la société des démocraties modernes, c'est le périurbain. C'est-à-dire ce sont des maisons qui ont enfin des familles qui ont accédé à la propriété, qui souvent, personne n'avait jamais rien possédé depuis, j'allais dire, Mathusalem. C'est des gens qui étaient dans les logements sociaux, qui les ont quittés dans les années 80, 90, 2000. Les logements sociaux ont été repeuplés par des immigrés, et là on a ces quartiers immigrés, Seine-Saint-Denis, etc., par des populations plus récentes, et eux, ils ont accédé à la propriété avec des comportements de propriétaires, mais culturellement, ce sont des urbains, et c'est pas des néo-ruraux. Moi, je suis un néo-rural, je vais à la campagne après 68, j'ai une ferme, un tracteur, un mouton, des poules et tout, bon. J'ai vécu en communauté, enfin, je suis de cette génération-là. Eux, non, ce sont des gens de la ville qui ils ont acheté un terrain. Ils me disent toujours, j'ai trouvé un terrain pas cher, à côté d'un rond-point, d'un collège et d'un supermarché. C'est ça leur triangle en réalité. Et c'est à moins d'une heure du lieu de travail de monsieur et de madame, de diesel puant, comme disait un ministre, avec plein de bonnes intentions. Donc, faut pas attention, culturellement, ce sont des urbains populaires qui ont des codes culturels, mais avec une chose, c'est que massif à midi, ils mangent dans de la restauration collective. C'est leur premier lieu, leurs enfants mangent dans de la restauration collective. Donc, effectivement, ils mangent quand ensemble le soir, et en fonction des horaires, comme ils sont biactifs, ils ne sont pas forcément dans les mêmes horaires. Et c'est pour ça que quand vous regardez, par exemple, à Paris, l'ouverture des commerces le dimanche, c'est un sujet qui m'avait beaucoup intéressé, parce que spontanément, j'étais contre d'un point de vue philosophique. Mais dans la vraie vie, c'est le seul jour où monsieur et madame peuvent acheter un frigo et aller ensemble. Et donc, y compris parce qu'ils peuvent se garder en double fil pour le décharger, pas se faire livrer. Et ben, c'est la vie pratique, mais bon, dans une grande ville comme Paris, décharger un frigo en heures de pointe, c'est un peu compliqué. Donc vous avez toute une activité qui s'élimine, notamment parce que les couples peuvent faire les courses ensemble. Vous voyez, c'est pour ça que tout ça, c'est pour pas être trop caricatural. Est-ce que vous dites, en fin de compte, que le consommateur alimentaire, il dit, moi, au final, je vis bien, ça va à peu près et tout, mais c'est le monde qui va mal. Lui, il ira à peu près bien, mais le monde va mal. Et pourtant, on voit qu'en termes d'alimentation, les consommateurs disent vouloir manger du bio, vouloir manger du local, enfin, toutes ces choses qu'ils disent spontanément vouloir faire. Mais dans la réalité, vous me dites, ils mangent des pâtes et du poulet. Non, mais oui. Alors, le bio était monté très haut avant le Covid. Il revient. Mais depuis le Covid, le local le concurrence fortement. Parce que pendant le Covid, ce qui comptait bien, c'était d'avoir du local. Or, il se trouve que, comme l'essentiel des gens vivent dans le périurbain, il y a des fermes. Il y a des gens qui sont mis à produire des fruits et légumes. Il y a des marchés bio, il y a des marchés locaux qui se sont développés. Une transformation des marchés. Avant, les marchés, c'était pour les femmes le matin, puisqu'elles étaient censées pas travailler, c'est-à-dire s'occuper de la maison, en fait, tout ce qu'on appelait pas du travail. Donc, je vais pas dire que c'est du divertissement quand même. Mais et donc, le matin, elles allaient au marché.
Et éventuellement, elles allaient quasiment tous les jours. C'était aussi un rituel. Mais du coup, elles achetaient pour leur pain de midi, etc. Ça recule de partout, parce que les marchés, d'abord, les femmes travaillant, sur les marchés restaient les personnes âgées, les chômeurs. Et donc, petit à petit, les marchés basculent le soir ou le dimanche. Vous voyez, toutes ces évolutions-là, elles correspondent à l'évolution des modes de vie. Et donc, là encore, le marché, ça va être des marchés de producteurs de plus en plus. On va aller en couple. Ça devient la promenade à l'italienne sur les courses, quoi, finalement. Et tout se transforme de cette manière-là. Et c'est ça qui se joue, en fait, dans toutes ces pratiques alimentaires, ces pratiques culturelles. Mais après, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui mangent tous les repas ensemble. Et je pense que ça modifie. Cuisine, tout simplement. Enfin, l'acte de cuisiner ne t'en voulant pas dire la même chose pour tout le monde. Hein. Non, bah alors d'abord, vous avez 11 millions de gens qui vivent tout seuls. Donc ça, évidemment, ça augmente. À Paris, vous avez 52% des gens qui habitent tout seuls. C'est pour ça qu'il y en a autant dans les restos, mais tout le monde ne peut pas se payer le resto tous les jours. Donc, si vous voulez, il y a une société de solitude. À New York, on est à 70% de gens qui vivent tout seuls. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'amour, etc. Et le télétravail renforce ça. Parce qu'au fond, le télétravail dans des petits logements, si tu as un grand lit, une table avec ton ordinateur et tout, puis que ta copine ou ton copain est l'appareil un peu plus loin dans le quartier, c'est très bien. Quoi. Parce que sinon, quand tu travailles, puis tu t'es où, on l'avait vu pendant le Covid, c'était quand même un peu compliqué. Ouais. Donc vous voyez, c'est tout ça qui se transforme. Et donc du coup, effectivement, l'acte de manger a plus tout à fait la même importance. On sort beaucoup plus, on va dans la restauration collective, et puis effectivement, cuisiner est plus rare. Mais autre chose, on n'enseigne plus la cuisine. Moi, je vois autour de moi tout ça, souvent c'est les garçons qui cuisinent, pas les filles. Parce que les filles, justement, elles veulent sortir du schéma. Pour les enfants, c'est moins vrai, parce que pour des tas de raisons complexes, en plus, les garçons et les filles, c'est quand même pas la même chose, et grâce à Dieu. Et donc là, on est dans un modèle différent, où effectivement, souvent, c'est les garçons qui cuisinent, et je pense dans la jeunesse, souvent comme ça, parce que pour les garçons, c'est une appropriation, et pour les filles, c'est une libération, puisque c'était au fond réglementaire, j'allais dire. C'est obligatoire. Voilà, donc la question ne se posait pas. Donc on est sur ce type de transformation, si vous voulez. Mais est-ce qu'il faut pleurer? Je pense que le problème, si vous voulez, c'est de bien que les gens réfléchissent à la façon dont ils élèvent leurs enfants. Je pense que les enfants ont besoin de moments de famille, de moments de convivialité, etc. Ça fait partie des processus éducatifs. Et puis on fait à manger à ses enfants pour les nourrir, mais aussi pour leur faire du plaisir. Donc, celui-là, il préfère des tomates, celui-là, il avoir des choux-fleurs. Bon, tout ça tout à l'heure, vous me disiez quelque chose que Jean-Pierre Poulin dont il a beaucoup parlé, c'est l'individualisation de l'alimentation. Ce qui fait qu'on va être à table le soir ensemble. Et vous voyez, moi, quand j'étais petite, ma maman, elle me demandait pas qu'est-ce que tu veux manger ce soir. Elle mettait un truc sur la table et tout le monde mangeait la même chose. Maintenant, tout le monde est à table, accessoirement, si on y reste 10 minutes pour les enfants, et chacun a son petit menu. Donc, en définitive, comment se transmet cette alimentation, ce savoir, les règles? Oui, c'est vrai, mais en même temps, il y a des grands plats totémiques dans toutes les familles. Moi, chez moi, par exemple, c'est un plat belge, le waterzouille, qui est, ma femme est belge, donc ma compagne est belge, donc elle en fait d'autres. Mais je veux dire, quand elle veut faire le plat, voilà. Oui, mais c'est générationnel. Oui, mais bien sûr, mais ça reste ce qu'on transmet, je veux dire. Mais après, le reste du temps dans le quotidien, c'est pas pareil. Mais vous avez raison, dans le quotidien, on va beaucoup plus dire aux enfants qu'est-ce que tu veux manger, etc. Mais les jours de fête, les dimanches, quand on a le temps, on fait un plat symbolique, on va dire. Moi, c'est ce que j'appelle les occasions exceptionnelles le week-end, c'est-à-dire où là, on va se retrouver autour du brunch quand on est à Paris, où on va payer 40 €, tous ces espèces de trucs, mais qui sont sur rendez-vous, en fin de compte, qui sont inscrites dans l'agenda et sont plus spontanées comme avant. Moi, j'expliquais à mes étudiants hier, je dis, moi, vous voyez, avant, et pourtant c'est mon frère, spontanément, quand j'étais petite, chez mes tantes, ça rentrait, ça sortait, on prenait pas rendez-vous pour aller chez sa tante. Et ben maintenant, ça nous viendrait mais même pas l'idée de débarquer chez quelqu'un, notre tante, oncle, cousin, frère, sœur, sans prévenir. Non, mais bien sûr, mais ça c'est vrai, mais chez les amis c'est pareil, je veux dire. Mais en plus c'est très compliqué parce que le téléphone portable a modifié les codes. Parce qu'évidemment, on téléphone avant, et donc je pense que c'est plus la sonnette qui compte, c'est le téléphone portable. Et donc vous avez raison. Ça a profondément changé. On ne passe plus comme on passait. Mais c'est aussi parce qu'on a moins des vies de quartier. Parce que les gens à côté, on ne les connaît pas forcément. Vous allez déménager plusieurs fois dans votre vie. Vous allez changer de région, changer de ville. Vous avez 10% des gens qui meurent dans leur commune de naissance. Et 50% qui vivent dans leur département de naissance. Je parle des Français, pas de ceux qui sont nés en France. En plus, ceux qui ne sont pas nés en France. Et je ne vous parle pas des 100 millions de touristes. Donc, vous promenez dans une rue, en ce moment, ça propre à Paris, l'anglais est selon la langue dominante.
Puis suivant une autre saison, ça va être l'espagnol, l'italien ou le chinois. Bon. Donc, si vous voulez, cette société est une société de mobilité. Et donc, avant, on était des sociétés sédentaires, des responsables, le cercle attaché à la glaise, etc. et tout. L'ouvrier, il tenait à rester dans son usine toute sa vie parce que bon, il était accroché à son usine par le travail et qu'il avait peur de plus en avoir, etc. Nous, on est une société de mobilité. On change de partenaire, on change de conviction politique, on change de logement, etc. C'est à la fois une extraordinaire liberté, mais du coup, une forme d'isolement. Donc, effectivement, dans la rue à côté, vous n'avez plus votre frère au bout de la rue, votre petite cousine, et votre ancien amant dans la boulangerie. Bon. Mais est-ce que c'est moins bien ou mieux? J'en sais rien. Non, j'ai une constatation. Vous parliez tout à l'heure d'éducation alimentaire. Moi, je viens d'une génération où, effectivement, on nous apprenait, bon an, mal an, à faire des crêpes et des cakes à l'école. Et là, il y a Madame Grégoire qui a réinstauré, enfin, je ne sais pas quelle forme ça va prendre, l'éducation alimentaire à l'école. Moi, il y a quand même quelque chose, mais je suis peut-être un peu d'une autre génération et tout. Je lui ai dit, mais pourquoi on compte toujours sur l'école pour tout? En définitive, l'éducation alimentaire, elle devrait être aussi partagée par le parent et pas uniquement être donnée à l'école. Il n'y a pas que l'école, il ne faut pas qu'on passe ces caricatures et tout. On apprend aussi à la maison, on apprend avec ses parents. Ils apprennent ou pas, ils savent cuisiner ou pas d'ailleurs. Et moi, je suis un peu plus vieux que vous. Mais moi, j'avais des travaux pratiques à l'école. J'avais du fer, du bois, de la cuisine et de la couture. Et on a choisi tous les 6 mois si on voulait faire une des 4 options. Et moi, je pense qu'il faut qu'on revienne à ça. Je pense que les sociétés hyper technologiques ont besoin de gens qui savent utiliser leurs mains. Et en plus, je pense, si vous voulez, que l'autoproduction domestique, c'est une ressource considérable dans les milieux populaires. On s'est mis à ne mesurer le niveau de vie que par le salariat. C'est bien le salariat, avec tous les droits sociaux que ça donne, etc. Mais l'autoproduction domestique, c'est une ressource gigantesque. Moi, j'ai construit ma maison, j'étais sur les chantiers, j'avais 13 ans. J'ai construit une immense ruine que j'avais rachetée, que j'ai entièrement construite. J'avais un potager, j'en ai plus, mais j'ai eu un potager, j'ai eu des poulets. Bon, tout le monde n'est pas obligé d'avoir le même modèle, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut réapprendre aux jeunes à travailler avec leurs mains, à monter des murs, à peindre un plafond. Vous faites repeindre une pièce, ça vous coûte cher. Vous passez un week-end à repeindre la pièce, c'est rigolo. Vous faites ça tous les 5 ou 10 ans, pas toutes les semaines. Bon, vous voyez, les Français qui ont un potager. Donc, il y a 40% des gens, de ceux qui ont un jardin, qui ont un potager. Il y a 63% qui ont un jardin, ça fait 24% qui ont un potager. En moyenne, ils gagnent 150 euros par mois. Mais quand je rencontre un politique, je lui dis toujours, comment tu fais pour la taille des tomates? Alors, il me regarde, et pourquoi tu me demandes ça? Je dis, parce que c'est le premier problème des Français en ce moment. Oui, tu crois? Je dis, oui, effectivement, une question dont on parle, chacun des potagers, comment tu tailles, qu'est-ce que tu les prends, à quel moment, comment tu les fais démarrer, est-ce que tu les couvres, etc. Bon, très délicat la tomate. Mais bon, c'est très important. Et vous voyez, c'est-à-dire qu'effectivement, la société politique, la société métaparisienne, on va dire, pour être un peu caricaturale, elle ignore cette population-là. Or, j'allais dire, c'est la France, c'est la majorité, en tout cas, des Français. Parce que les gens qui ont un jardin, même s'ils n'ont pas de potager, ils ont plein d'arbres, ils ont des rosiers, ils ont des fleurs. Et donc, si vous voulez, il y a un retour. Au fond, on est parti de la campagne pour aller vers la ville dans les générations précédentes, après la guerre de 40 très massivement. Et maintenant, on retourne autour de la ville, mais on remet des gants. On recommence à avoir une pioche, qu'on fait plus ou moins manipuler, mais bon, et on va dans les jardineries, etc. D'ailleurs, pendant le Covid, c'était une de mes grandes revendications, c'est qu'on roule les jardineries. C'était la saison des jardins, et c'était la meilleure activité des gens dans leur jardin, c'était de pouvoir planter. Ouais, mais Jean, il y a quand même un truc qui s'est passé aussi pendant le Covid. Je me rappelle, vous l'aviez dit, Pascal Ibel, que vous connaissez, qu'on connaît en commun, l'avait dit. Et moi, on m'avait interrogé sur ce sujet. Ah oui, les gens ont recommencé à cuisiner pendant le Covid. Bon, on n'avait rien d'autre à faire de nos journées, donc on s'est tous mis à acheter des appareils et puis à cuisiner à la maison, faire du pain et tout, enfin à l'ancienne. Mais au final, c'est comme l'élastique, quoi. Ça a tiré. Et puis quand on est revenu, c'est revenu à peu près à l'identique. Non, mais c'est pas vrai. Pourquoi on dit des choses comme ça? Je veux dire, évidemment, on n'a pas fait la même chose. On avait 2 mois, on ne travaillait pas, on était enfermés chez soi, etc. Alors, au début, vous voyez comment les gens partaient des supermarchés pleins avec quoi? Des pâtes et du papier cul. C'est leur grand souci. Avant, on avait des journaux. Maintenant, avec un iPad, évidemment, c'est moins commode que le papier, que le journal qu'on gardait en pile en cas de besoin. Bon. Donc, on est dans une autre société. Et par exemple, si vous prenez cet exemple un peu vulgaire, mais puisqu'on est moins bien informé, on est mieux informé qu'avant. Donc bon, surtout ça joue. Est-ce qu'on est revenu comme avant le Covid? Mais c'est pas vrai du tout. Je veux dire, le développement de la voiture électrique, on l'aurait jamais fait sans le Covid. Alors on va toujours pleurer, ça va pas assez vite. Évidemment, les milieux populaires n'achètent que des véhicules d'occasion. Donc il faut le temps que les gens, les bourgeois ou les entreprises achètent des véhicules neufs, qui arrivent sur le marché de l'occasion, etc. Bon,
Donc, on est là-dedans. Mais pourquoi hurler partout? On fait des énormes efforts sur le vélo, dans les grandes villes. Mais le problème, vous voyez, j'étais à Copenhague il n'y a pas longtemps, à un congrès sur la mobilité. Alors, il y avait des Français, vous comprenez, nous, en France, il faut que les gens respirent mieux, puis le vélo, c'est bon pour la santé, etc. Alors, il y a le maire de Copenhague qui s'est écouté. Il dit, écoutez, nous, au Copenhague, depuis la guerre, on dit simplement le vélo, c'est simple et pas cher. On n'est pas là pour dire aux gens comment ils doivent respirer, etc. Simplement, c'est la même chose avec les voitures. Je pense que la petite voiture électrique petite, qu'on peut conduire à partir de 14 ans, c'est le vélo du périurbain. Ouais. Oui, à Amiens, l'autre jour, je leur ai dit, mais achetez-en 4000, arrêtez d'avoir des gros bus, mettez-en partout, et les gens n'auront besoin que d'une seule voiture. Et puis, ils auront une voiture électrique à prendre dans la rue comme on prend un vélo à Paris. C'est-à-dire, il faut anticiper ces nouveaux modèles de fonctionnement, mais est-ce qu'on recule? Non. Les progrès qu'on a fait, par exemple, l'accord qu'on a fait sur les océans, il est extraordinaire. On a mis 30 ans à le négocier. Alors, c'est toujours pareil. Quand il y a une grande pandémie comme ça, en sortant de là, les élus disent, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, comme ils n'avaient pas d'idée, ils sont allés voir le programme des écologistes. Intéressant, ils connaissent leur job la plupart du temps. Sauf qu'on ne peut pas demander aux gens de changer culturellement par la réglementation. C'est ce qu'on a fait. Il y a des feux, ZUP, etc. Mais à un moment, il faut entraîner l'adhésion des gens. Donc ça prend du temps. Du coup, on va aller trop vite, et bien après on recule. Et donc ça ne sert à rien. Parce qu'on ne peut pas transformer la culture par la réglementation. Il faut un peu, elle peut accompagner les transformations. Mais la culture, c'est dur, c'est ce qu'il y a de plus difficile. De ce qu'on a appris quand on était petit, ce qu'on mange, comment on s'habille, comment on se drague, etc. C'est pas facile à changer. Non, là, on est allé trop vite, résultat, on recule. Et on a pris des mesures bureaucratiques. Prenez des Alpes. Je dis toujours ça, mais prenez Cherbourg. Il y a 4000 emplois disponibles dans le nucléaire. Ils n'ont aucun espace constructif. Alors que l'élevage recule. Qu'est-ce que c'est l'enjeu? Pourquoi on empêche de construire? Est-ce qu'il y a plein de la terre pour l'agriculture? C'est pas vrai. On mange moins de viande. Donc, effectivement, il y a un recul de besoin d'herbage. L'herbage, c'est 50% des terres agricoles. Mais au lieu de dire, ben là, on va avoir ce type de politique, puisqu'il y a des emplois, donc il y a de l'argent, puis des emplois plutôt bien rémunérés. Plutôt. Voilà. Donc, vous voyez, non, ben là, on dit non, là, c'est pas possible. Donc, tu vas aller construire on a construit un modèle bureaucratique très rapide pour croire qu'on avait des solutions. Résultat, on recule. On recule pas, on allait trop vite, on met la table. Ça s'appelle la politique. Vous le dites dans votre livre, les Français disent « ouais, moi ça va quand même ». Moi je trouve que dans vos livres c'est toujours très optimiste et c'est ça que j'aime bien aussi. Pourtant on a le marché des peurs alimentaires. Alors quand j'appelle peur alimentaire, c'est-à-dire que je choisis un aliment pour des raisons médicales, je veux de la protéine tout d'un coup, de la fibre, du collagène, booster ma mémoire, pour la fatigue et tout. En fin de compte, on est aussi en Europe, on est un des pays où on a le plus de super aliments, de prescriptions médicales pour les problèmes de dépression et tout. Pourquoi qu'individuellement on a ce problème-là, qu'on est obsédé par ça? C'est vraiment typiquement de notre pays? Non, pas du tout. Mon objectif, quand une société va bien, pour moi, c'est quand la vie s'allonge et quand les femmes sont libres de leur choix d'enfant. Pour moi, c'est deux signes d'une société équilibrée. Ce qui se passe en ce moment, à peu près. Et alors, on peut dire la natalité s'effondre, par exemple. Oui, le désir d'enfant sur la planète recule. Comme en 43, sur la planète, le désir d'enfant a explosé. 43. Et à Berlin, comme à Londres, à New York. C'est-à-dire qu'à un moment, quand le monde est en train de se massacrer, il y a un désir de vie chez les femmes. Ils ont besoin de respirer. Bon, très bien, en ce moment, c'est l'inverse. Mais c'est pas qu'en France. On vous dit, c'est une analyse dans les radios. Non, c'est pas qu'en France. La question, effectivement, de modification de la place des femmes dans la société, de leur pouvoir de décision, de leur rôle économique, etc., fait qu'en ce moment, la natalité se fond. On a perdu 1 700 000 enfants qu'on n'a pas fait entre 2000 et 2035. Est-ce que c'est grave? Et non, ça permet de mieux s'occuper des autres, de dégager des budgets pour s'occuper des personnes âgées, etc. Après, est-ce qu'on a besoin de ces enfants? Pas forcément. Le taux d'emploi des jeunes est trop faible, le taux d'emploi des seniors est trop faible, et le taux d'emploi des femmes est de 83%. Les femmes ont qu'à monter à 90, les jeunes, regardez ce qu'on a avec les enseignants, on leur fait faire 2 ans d'études de moins, ils ne seront pas forcément bons enseignants. Et du coup, ils seront 2 ans plus tôt sur le marché du travail. On parle que de faire travailler les retraités. C'est pas une mauvaise idée, c'est pas ça. Mais c'est de vous qu'il faut prendre le problème. Et puis c'est surtout pendant la vie. Bon, donc on est dans ce type de transformation. Voilà. Et j'y vois pas, si vous voulez, moi je n'ai pas le jugement de valeur là-dessus. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, vous voyez, je vais vous dire, ce que vous dites sur les chiffres, c'est vrai, il faut dire une chose. Est-ce qu'on demande aux gens, est-ce que tu es heureux là où tu vis? 69% répondent oui. Est-ce que tu dis à tes amis, viens habiter ici, c'est génial? 68% répondent oui.
Alors, il faut bien comprendre ça sur le fond, c'est-à-dire qu'on est une société où les gens sont plutôt heureux de là où ils sont, de ce qu'ils font. Mais effectivement, là-bas, l'écart au poste, ça leur fait peur. Et plus l'écart entre ce qu'ils vivent et ce qu'il y a au poste est large, plus ils ont peur. Si vous habitez un petit hameau des Cévennes, hyper cool, et au poste, le soir, c'est horrible, viol, meurtre, etc., c'est pas TFM. C'est-à-dire que quand vous regardez le vote d'extrême droite dans les petites communes sévenoles, protestantes, machin, le temple de la culture traditionnelle, il faut Front National. Alors qu'au cœur des villes, moi je suis marseillais, élu à Marseille, tout ça, les gens qui habitent à la plaine, ils votent pas Front National. Pourtant, Dieu sait s'il y en a des immigrés, des filles en mini-jupe, des garçons qui roulent et tout. Mais c'est notre vie normale, on n'a pas peur. On sait très bien qu'on n'est pas agressé, qu'on n'est pas violé au coin de la rue, que Marseille n'est que la 10e ville en matière d'insécurité, et que c'est pas parce qu'on en parle toute la journée à la télé que c'est dangereux. Et qu'on peut se balancer des vannes avec une certaine verdeur et ça fait rigoler tout le monde. Alors la même vanne à Paris, ça apparaît un peu macho. Et alors et du coup, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces espèces de nouveautés alimentaires que moi j'avais? Alors, c'est pas des alicaments, mais avec des espèces de promesses qui vont te faire aller mieux. Est-ce que déjà les gens y croient vraiment ou est-ce que c'est un pansement sur une jambe de bois? Il y a tout, on est une société profondément médicalisée. On a fait l'erreur en 1945 de dire la santé c'est gratuit, l'éducation c'est gratuit. Il n'y a rien de gratuit. La chance qu'on a, c'est qu'il y en a qui payent des impôts. Il y a 60% des gens qui gagnent plus avec le fiscal que les autres, qui gagnent plus que ce qu'ils payent. Et 40% qui payent plus, c'est normal, c'est ce qu'on appelle la redistribution. On est la société la plus redistributive au monde, même si les gens n'arrêtent pas de pleurer toute la journée. Il faudrait quand même partir d'abord de la réalité des situations. Donc ça, c'est la première question, si vous voulez. Après, dans ce type de société, qu'est-ce qu'ils en pensent, les gens, de ces compléments médicamenteux? C'est quand même bien les médecins d'abord qui souvent leur donnent. Faire attention au rôle de la médecine, regardez tous ces sujets. On dit la France est très déprimée. C'est vrai, mais peut-être qu'ils ont besoin d'aller plus souvent marcher, d'aller courir, d'aller faire utiliser leur corps, etc. Non, d'une autre manière. Mais après, il y a aussi qu'on joue sur... On veut tous, si vous voulez, au fond, les générations précédentes, une fois qu'ils avaient fait les enfants, bon, monsieur allait parfois voir à côté, et madame considérait qu'elle avait fait son job. Au fond, l'idée d'une vie érotique et ludique était très marginale. Et on disait toujours, il y a l'épouse et la fille de plus compétente, on va dire. Et donc, si vous voulez, on est là sur ce modèle, on n'est plus sur ce modèle. Et donc, si vous voulez, on est une société extrêmement érotisée. On fait à peu près 6000 fois l'amour dans nos vies pour faire moins de 2 enfants. Donc la productivité s'est effondrée. J'avais expliqué ça en ouvrant l'université du RPR une fois. J'ai dit, vous savez, non, c'est pas du RPR, c'est une université économique. Et vous savez, il y a des productivités qui s'effondrent, c'est une bonne nouvelle, parce que nos grands-mères faisaient 2000 fois l'amour pour avoir 3 ou 4 enfants. Nous, on fait 6000 fois l'amour pour faire moins de 2. Donc la productivité s'est effondrée. Est-ce que c'est une catastrophe? Alors, je dis, qu'est-ce que vous me racontez? Non, mais j'essaie de vous faire réfléchir sur les pratiques sociales. Bon, après, c'est peut-être qu'on va rebaisser, parce que c'est pas non plus un objectif quantitatif en soi, l'amour. Mais, c'est-à-dire, vous voyez, on est dans ces processus-là. Essayons d'observer comment ça fonctionne. Et surtout, arrêtons, regarde, que chacun se regarde. Quand je dis ça, dans mes conférences, souvent, je dis donc on fait 6000 fois l'amour, etc. Alors, ça me fait rire parce que les femmes rigolent discrètement et les messieurs sortent leur calculatrice. On dit souvent, moi j'entends toujours cette phrase, alors je l'aime pas trop, mais c'était mieux avant, et autant de nos grands-mères, et autant de tout ça, on l'entend même en termes politiques, hein, ça peut être une ritournelle pour certains candidats. Est-ce que ce populisme, en fin de compte, est-ce que c'est pas aussi au niveau alimentaire, est-ce que ça fait pas une espèce de forme de populisme alimentaire? Vous voyez, on va y remettre, avec autant de ma grand-mère qui faisait de la blanquette, machin, c'était super, et autant machin, c'était super. Est-ce que vraiment, c'était mieux avant? Moi, j'en sais rien, j'ai pas connu, mais j'ai pas eu l'impression qu'on était si malheureux que ça. Et qu'on est si malheureux que ça. Il y a une crise du désir de futur qui est très fort. Le slogan de Ségolène Royal, désir d'avenir, était très fort. Ouais. Bon, on va pas revenir sur ce qu'elle en a fait ou ce qu'on l'a empêché d'en faire. Mais je veux dire, la crise du futur est très forte. Je veux dire, les sociétés ont toujours un imaginaire du futur. Il y a ceux qui rêvaient du paradis et ceux qui rêvaient de la révolution. Mais l'idée, c'est qu'on allait changer le monde. En 81, la gauche s'est fait dire au monde changer la vie. Changer la vie. On a demandé aux politiques de changer nos vies. Ça veut dire quoi? Je veux dire, donc on est là sur une société qui produit un espèce d'imaginaire, tout va changer. Mais est-ce qu'on a envie de changer de partenaire, d'aller faire l'amour avec la voisine, changer de voiture? Pas forcément. Qu'est-ce que ça veut dire changer la vie? Donc, si vous voulez, on est là sur un modèle où effectivement le passé envahit le présent parce qu'il n'y a pas de futur.
Et donc, effectivement, on voit bien que les forces politiques qui disent, on n'est plus dans il y a des conservateurs qui ne voudraient pas que ça évolue trop vite. Il y a des réactionnaires qui veulent qu'on revienne en arrière. Très bien, quand vous regardez ce qui se passe, vous regardez par exemple cette semaine les Jean Grasset, les Bolloré, etc. Là, c'est des réactionnaires. Ouais. Ils veulent qu'on revienne à une société ancienne. Est-ce qu'on vivait mieux? Moi, je dis souvent dans mes conférences, je dis, écoutez, au siècle dernier, les 2 tiers de la salle seraient déjà mortes. On ne serait pas très nombreux. D'ailleurs, je serais mort aussi, parce qu'à mon âge, je suis un peu âgé. Donc, si vous voulez, si c'est ça qui est mieux, en matière alimentaire, il y avait beaucoup plus de morts parce qu'ils mangeaient qu'aujourd'hui. Ça se compare même pas. Parce qu'évidemment, on brigolait les trucs soi-même, on gardait des œufs à la cave qu'on avait fait cuire et tout. Moi, ma mère, elle avait un grand seau d'œufs qui passait l'hiver, qui avait été cuit avant et tout. Je veux dire, on était, évidemment, les risques de profit de maladie, etc. Donc, il y a une espèce d'imaginaire qui est complètement faux. Les milieux populaires étaient extrêmement pauvres, ils n'avaient pas la sécu. Les enfants allaient dans les écoles, la plupart des gamins s'arrêtaient au certificat d'études, encore la plupart ne l'avaient pas. Donc, est-ce qu'on vivait mieux avant? Non. Ce qui est vrai, c'est qu'on sort de la période industrielle. La période industrielle, on était faibles, mais ensemble. On faisait des manifs, on était 3 millions. D'accord, on n'était pas nombreux, on n'était pas riches, mais on n'était pas tout seuls. Et c'est vrai que dans notre société aujourd'hui, c'est le lien social qui pose problème. C'est-à-dire, à quel groupe j'appartiens. Et dans les sociétés de classe, on construit à partir des lieux sociaux, des syndicats, etc., qui sont articulés avec le politique, la commune et tout. Puis à la fin, on est fini par trouver des députés, puis on ferait un président. Et on est porté. Aujourd'hui, on est dans le temps des fureurs. On est dans le temps où il y a une foule, il y a un leader charismatique qui fait des grandes déclarations, qui sont ni queue ni tête, qui galvanise les foules, et tout le monde vote pour lui. C'est le modèle de tous les fascismes, mais pas que des fascismes. C'est le modèle du lien politique aujourd'hui. Et la question, c'est comment ce lien politique peut rester démocratique, parce qu'on ne voit pas ceux qui veulent revenir à un modèle de classe sociale, mais c'est pas possible, c'est absolument pas possible. Elles n'existent plus, les classes sociales. Donc on n'a pas ce sentiment d'appartenance. Donc on crée d'autres appartenances. Michel de Certeau disait très bien, quand les périodes politiques se font comme ça, l'identité et la religion remontent. C'est ça qu'on observe tous les jours. Et donc, on en a besoin. On a besoin d'appartenir. Si on n'appartient pas à un groupe social, il y avait le groupe social. Vous savez, dans les années 70, 35% des gens allaient à la messe, il en reste 3%. 25% étaient communistes, il en reste 2%. Donc, les deux grandes structures d'appartenance étaient derrière. Les deux, pouf. On est des individus autonomes, égarés dans la foule. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On suit un leader. Ou alors, on dit, moi, je suis blanc, moi, je suis noir, moi, je suis musulman, moi, je suis chrétien, etc. Et donc, on est dans ce passage. La question, c'est de reconstruire un chemin. Quelles vont être la forme politique de la société de demain? Je ne sais pas. Je sais qu'effectivement, c'est la nature qui fait l'histoire, comme je dis souvent, et le patriarcat a explosé. Et en même temps, il y a l'IA qui arrive. Ça fait beaucoup de trucs. Et quel va être le rôle, du coup, des réseaux sociaux pour vous dans ce... Est-ce que c'est une forme de leadership? Parce que, en vérité, souvent, il y en a qui vous disent « je m'informe, je l'ai vu sur les réseaux sociaux » et qui n'ont même pas le réflexe de dire « je vais quand même un peu aller vérifier ». On n'a pas ce réflexe d'aller vérifier des abris. Vous croyez que la société, même encore du siècle dernier, on était le soir à la campagne, on se racontait des histoires, on portait quand même surtout les aventures sexuelles de la voisine, plus que de la philosophie du XXe siècle. Il faut faire toujours très attention. Les gens, les femmes allaient massivement se confesser. Je vous rappelle quand même que la gauche a refusé le vote aux femmes en 1936 parce qu'elles étaient sous l'influence des curés. Alors, il ne faut pas se raconter d'histoire. Qui a donné le droit de vote aux femmes? De Gaulle. Qui a donné le droit? Giscard d'Estaing. C'est-à-dire la gauche, d'accord, mais enfin les femmes, par exemple, heureusement qu'il y a des modernistes traditionnalistes, parce que ce sont tous les deux des chrétiens, etc., actifs, donc on était très... Mais quand même. Donc, alors que la gauche disait, oh, les curés, tout ça. Donc, c'est pour dire, les réseaux sociaux. La confession, c'était un réseau social qui est épouvantable. Les curés, c'était des réactes la plupart du temps, je ne dis pas qu'ils étaient tous pédophiles, forcément, mais on voit quand même bien l'univers culturel conservateur qui était celui qui est encore de plus en plus celui des religions. Donc, si vous voulez dire que les réseaux sociaux, aujourd'hui, ont des effets négatifs, c'est vrai, mais avant, c'était déjà comme ça. On croit toujours que tout le monde lisait Le Monde et que maintenant, c'est plus le cas. Non, Le Monde, c'est quelques centaines de milliers de lecteurs sur 70 millions d'habitants. C'est très bien, c'est un bon journal. Je prends Le Monde, ça pourrait être Libération ou Le Figaro. Je veux dire, je veux pas faire de choix politiques. Mais ce que je veux dire, c'est que le niveau d'information des sociétés, il ne faut pas se raconter d'histoire, quoi. Est-ce qu'on est plus au courant? Et ce qui est vrai, c'est que le réseau social, on rentre dans un réseau, on n'en sort plus. Moi, quand j'étais jeune, les gens qui lisaient l'Humanité ne regardaient jamais ce qu'il y avait dans le Figaro. Alors qu'aujourd'hui, avec Caféine, vous avez toute la presse, donc vous avez vos journaux à vous, et vous allez jeter un œil sur les voisins. Donc finalement, à mon avis,
on est beaucoup plus informé sur des diversités, ce qui peut d'ailleurs amener à une espèce de discours en même temps, et on confond le fait d'être informé sur différentes lignes, et au lieu d'affirmer des dissensus et de faire des compromis, ce qui est le propre normalement d'une démocratie, on dit qu'il faut faire tout en même temps. Non, on met pas le sucre avec la salade, enfin, sauf dans une partie de l'Allemagne. Mais sinon, il ne faut pas mélanger les deux. J'aimerais qu'on aborde la deuxième partie de cet entretien et j'aurais aimé qu'on parle d'agriculture. Moi, la première fois que je vous ai entendu, vous parliez d'agriculture et vous parliez en fin de compte de cet imaginaire qu'on avait de l'agriculture. Alors moi, je l'ai carrément explosé en me disant, ouais, les gens, ils imaginent que le monde agricole, c'est l'amour est dans le prix et ils ne voient pas du tout, en fin de compte, un espace économique. Comment vous expliquez que d'un côté, ils disent aimer les agriculteurs? Et ma première question, c'est, ils aiment tellement les agriculteurs que cette année, il n'y avait pas les vaches, ils ne sont pas venus au salon de l'agri. Est-ce que pour vous, c'est vraiment parce qu'il n'y avait pas les vaches et c'est pas anecdotique parce que le salon de l'agriculture a eu moins de monde, ou est-ce que parce qu'il y a un changement de génération qui ne sont pas du tout concernés? Non, non, je pense que cette année, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi des manifestations violentes d'agriculteurs, si vous voulez, qui effectivement sont pour beaucoup de gens un peu inadmissibles. Alors, vous savez comme c'est, si c'est les agriculteurs qui mettent du fumier sur la préfecture, on n'envoie pas la police. Si c'était des immigrés qui envoyaient du couscous, on envoyait la gendarmerie. Donc, il y a une forme de tolérance. À un moment, les gens en ont un peu marre de ça et des violences qui ont lieu, les coupures d'autoroute, etc. Et puis, les vaches, d'accord, ça a joué. Bon. Et tout ce télescope, je ne sais pas répartir les risques. Le problème qu'on a, si vous voulez, la France multiplie la production de normes, plus que l'Europe. Or, il y a un seul marché. Donc, comment est-ce que vous voulez que des gens qui vendent sur un marché avec des normes différentes que la concurrence, qu'est-ce qui se passe? Les produits français sont plus protégés. Des hypothétiques maladies, parce qu'il y a une maladie, il y a un truc qui est sûr, bon, on ne peut pas exagérer. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, les produits français sont vendus à l'exportation, parce que les élites européennes se disent, oh, si c'est français, peut-être que c'est meilleur. Et qu'est-ce qu'on nourrit nos milieux populaires? Avec des produits importés qui, eux, sont aux normes moyennes de l'Europe. Bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la politique écologique en agriculture mène à ce que nos milieux populaires mangent européens moyens, on va dire, et que les élites sociales européennes mangent français. Résultat, la balance des paiements s'effondre, parce qu'on importe beaucoup plus. Et en plus, qu'est-ce qui compte? C'est ce que les gens mangent ou c'est la façon dont on produit? Si vous voulez le débat, vous voyez, cette semaine, je vais animer un débat chez les producteurs de tomates bretonnes. Producteurs de tomates bretonnes, c'est les premières régions françaises. La Bretagne, pour les tomates, je le dis parce que tout le monde ne le sait pas, on croit toujours que c'est la Provence ou le Maroc. C'est la Bretagne. Pourquoi? Parce qu'ils produisent des tomates sous les tunnels, chauffées. Résultat, aucun produit sur les produits d'alimentation. Parce que comme c'est sous les tunnels, il n'y a aucune maladie. Parce que la maladie vient par l'air. Donc du coup, c'est certainement de la culture hors sol, qui peut faire débat. C'est certainement chauffé, qui peut faire débat. Mais en termes de qualité, c'est les meilleurs. Et en termes de goût, et en termes surtout de produits phytosanitaires, il n'y en a pas. Ils ne traitent jamais. Les Belges, pareil, on ne peut pas en Belgique. Donc, à un moment, quelle est la bataille? Alors, les écolos poussent à la fermeture de ces serres parce que ça consomme l'énergie. Oui, mais est-ce que ce qui compte, c'est ce qu'on mange ou c'est le mode de production? Et sur tous ces sujets, c'est la même question. Alors, les élites sociales se disent, moi, j'essaie de faire bio. Comme ça, effectivement, ça va être un peu plus cher, mais il y aura moins de produits. C'est vrai. C'est plutôt une bonne chose, sauf que c'est plus cher. Vous voyez, sur toutes ces questions, il y a un peu une méconnaissance des enjeux. On applique des réglementations un peu absurdes. Moi, je pense, si vous voulez, que à partir du moment où il y a un marché européen unique, il est normal qu'il y ait des normes uniques. Que la France se batte pour que ces normes évoluent, très bien. On a un Parlement européen, on a des députés européens, on a le Conseil européen, etc. Et alors, c'est ce qu'on fait. Oui, mais on voit bien que nous, en tant que Français, on a perdu de l'influence par rapport à nos amis allemands qui nous ont un peu obligés d'aller signer cet accord du Mercosur. Et là, hier, j'ai encore reçu des papiers européens avec les viandes qui sont importées du Brésil qui sont déjà malades et tout. On le sait, enfin, on a, pour l'instant, je veux dire, on importe déjà du Brésil plus que ce qu'autorise le nouveau traité. Donc, en réalité, le nouveau traité devrait diminuer les importations en volume. Il faut faire très attention. Je veux dire, après, est-ce que les bêtes élevées en plein champ au Brésil sont plus mauvaises que celles que nous on élève en élevage à l'engraissement, qu'on leur fait faire 3 fois le tour d'Europe en camion? Honnêtement, j'en sais rien. Mais est-ce que c'est le fond du débat, si vous voulez? Je trouve que ce traité se discute, parce que quand même la grande question aujourd'hui, c'est de limiter l'influence américaine ou l'influence chinoise. Donc c'est très mignon de faire comme si on ne voyait pas cette question. Est-ce que la crise de l'agriculture vient des contrats d'exportation? Pour l'essentiel, non. Elle vient d'abord des surnormes. Et puis elle vient du fait qu'en France, on continue à acheter le foncier quand on a une ferme.
est-ce qu'il faut être propriétaire du sol? Est-ce que l'ouvrier est propriétaire de son usine? Dans la réalité, 50% des exploitations françaises sont des entreprises. Et donc le sol est possédé de manière capitalistique. Est-ce que c'est un mauvais modèle? Pourquoi on a refusé les grandes fermes avec les 1000 vaches? Au nom de quoi? Au nom de l'idée que ce qui est petit est plus mignon que ce qui est grand. C'est comme pareil pour les nanas. Oui, mais c'est bien une vision de l'agriculture. Une vision du monde. Ouais. La France préfère ce qui est petit, on préfère l'artisan à la grande société internationale. Mais quand on a une crise du pétrole, on est bien content d'avoir un major comme Total qui peut nous trouver du pétrole partout sur la planète et on ne manque jamais de pétrole. Ceux qui n'ont pas de major, ils n'ont pas de pétrole en ce moment, ils touchent leur voiture. Donc c'est très paradoxal, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que quand vous regardez la hiérarchie de la confiance en France, en haut, il y a les petites entreprises, l'artisan, etc. Puis plus c'est grand, moins on a confiance. Mais partout, la confiance dans les entreprises est très supérieure à la confiance dans les politiques. Donc en réalité, le cœur de la confiance aujourd'hui, ce sont les entreprises et le local. Les deux sujets de confiance, on va dire, pour aller vite. Et même les très grandes, parce qu'avec le Covid, on s'est tous rendu compte que si on avait à manger, c'était à cause des grandes entreprises. On a reçu ici Stéphane Layani qui nous a bien expliqué comment ça s'était passé et puis on en avait entendu parler. Mais il y a quand même une décorrélation entre j'aime l'agriculteur, enfin nous on veut qu'il gagne mieux, et la réalité de ce qu'on achète dans son assiette et qui est liée à son pouvoir d'achat quand même. Bien sûr, alors, il y a deux choses. Effectivement, vous avez raison, les gens des villes rêvent que leurs enfants soient agriculteurs. Et les agriculteurs rêvent que leurs enfants aient envie. Donc là, on est dans un découplage qui d'ailleurs a un gros intérêt, c'est que du coup, les jeunes agriculteurs vont dans les écoles de commerce. Vous savez, le problème, c'est que quand la vie s'allonge de 20 ans, est-ce que vous avez envie de travailler 20 ans de plus avec votre père? Le père ou le père, enfin, c'est plutôt des pères qui sont chefs d'exploitation. La réponse, elle est non. Le problème, c'est qu'on a un retour vers l'agriculture quand les pères se retirent. Et quand les pères se retirent, j'ai déjà 40 ans. Donc, effectivement, c'est ça qui se passe. Et du coup, la génération d'avant, on a, au moment de Pisani, des amis, de Gaulle, quoi, on a intégré dans les exploitations la mécanique et la chimie. Et du coup, on est devenu indépendant en termes alimentaires, ce qui n'était jamais arrivé. Parce que l'idée de Gaulle, c'était il y a deux armes, le nucléaire et l'alimentation. Si vous êtes indépendant en alimentation, et si vous avez un parapluie nucléaire sur la tête, vous ne risquez rien. C'est ça le gaullisme. Bon. Et effectivement, aujourd'hui, on a élargi ça à l'Europe. Quand on a fait l'Europe, les Allemands, ils l'ont bouclé parce que pour des raisons historiques évidentes, les Anglais n'étaient pas là. Et donc, on a pris le modèle français, on en a fait le modèle européen. Bien. Donc, on est dans cette situation-là de transformation. Aujourd'hui, la guerre revient. Pour les agriculteurs, c'est une bonne nouvelle. Parce que la guerre revient, ça veut dire, il faut se dire, est-ce que l'Europe est capable de se nourrir? Oui et non. Mais en fait, oui. Mais il faudrait qu'on fasse quelques efforts. Est-ce que si l'Europe explose, la France est capable de se nourrir? C'est une question importante parce que l'Europe ne devrait pas exploser, mais ça peut arriver. Bon, le rôle de l'État, c'est de prévoir. Et donc, il faut que l'agriculture française, en cas de crise absolue, on ait quand même à manger. Regardez, quand il y a eu la crise de la vache folle, les supermarchés étaient pleins comme d'habitude. Il y avait des moutons, du cochon, du poisson, des lapins, et ainsi de suite. On a une agriculture tellement puissante, on ne craint jamais l'absence d'aliments. C'est la première fois dans l'histoire qu'on ne craint plus l'absence d'aliments. On le voit bien. Il se trouve que cette semaine, j'ai été interviewée, vous devez la connaître, par Géraldine Bossner du Point, qui me dit, je vous ai découvert, enfin, on s'en fiche, sur un plateau où je parlais que la France n'était pas prête en cas de guerre et qu'on n'avait aucun stock alimentaire. Si je compare aux Chinois qui ont 1 an de stock alimentaire, les Allemands qui réarment aussi alimentairement parlant, nous, la France. Et moi, je le vois, j'ai fait l'IHEDN, j'ai fait l'école de guerre économique. À chaque fois que je viens parler de l'alimentation et des stocks alimentaires et de la souveraineté, mais juste en cas de crise, on n'a rien, on est prêt en rien. On compte sur l'Europe, parce que en cas de guerre, on le voit bien, les Américains, les Chinois ont acheté 25% des ports sur pied américains. On voit bien que les Chinois, ils ont essayé ils font de la préemption en Allemagne aussi sur le port, et nous, en France, on ne fait rien. Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'on a vécu. Vous savez, la France est sur des grands mythes. Regardez, avant le Covid, on était sûr d'avoir la meilleure santé du monde. Et on est le seul pays du Conseil de sécurité incapable de trouver avec ça. Il faut toujours rappeler, quoi. On a vu la crise de l'hôpital. L'agriculture, c'est la même chose. On est convaincu qu'on a la meilleure agriculture du monde parce qu'elle est familiale et paysanne. Bon, d'abord, elle est plus tellement familiale et paysanne. Ça, aujourd'hui, ça vient du récit folklorique. Et c'est encore un peu vrai dans certains secteurs. Et puis, effectivement, on est là, je suis d'accord avec vous sur l'analyse, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a un récit qui dit la France était capable de se nourrir. La réponse, c'est faux. Et est-ce que l'Europe est autonome? Sans doute que oui. C'est là où je vous ai dit tout à l'heure, la guerre n'est pas une bonne nouvelle en soi. Mais l'idée qu'il n'y aurait plus de guerre, qui nous a portés depuis 1945,
C'est une idée adorable, mais fausse. C'est un peu comme de dire, il n'y aura plus de bataille dans les couples, on va jamais se filer une bornifle, on va jamais tromper sa femme ou son mari. C'est pas vrai. Le rôle d'une société, le rôle du politique, c'est de maintenir un niveau de violence supportable. On va pas faire une société sans viol, sans meurtre, sans dealer, etc. Sans mec qui vous doute comme des crétins sur les autoroutes, ou sans mec qui repeint ses volets d'une couleur qui n'est pas réglementaire. Bon, on peut contenir ces processus. C'est le rôle de l'État. L'État n'est pas là pour interdire les choses, il est là pour les limiter. C'est comme l'incendie. Le rôle de l'État, c'est quand un peu démarre de l'éteindre avant qu'il ait brûlé toute la colline. C'est pas qu'il n'y ait plus de feu qui démarre. C'est-à-dire qu'on peut revendiquer tout ce qu'on veut. Donc, le niveau de violence supportable, moi, je crois que c'est ça qui fait qu'on gère une société. Et donc, sur tous ces sujets, effectivement, on a pensé que l'agriculture, ça marchait tout seul. Eh ben, c'est faux. Et c'est pour ça que je dis, la guerre oblige à repenser la question, est-ce que l'Europe est indépendante en matière alimentaire, avec la grande question de l'Ukraine. Parce que si on fait rentrer l'Ukraine, on sera sans doute indépendant, mais dans des conditions de production qui risquent de déstructurer nos propres exploitations. Donc là, on est sur un autre problème. Peut-être qu'en France, on pourrait se donner comme objectif de racheter le foncier. Vous voyez, par exemple, je pense que les régions devraient, ils ont des offices fonciers, et que quand les gens se retirent, quand il n'y a pas de succession, il faut les racheter. Et puis réinstaller des jeunes sur des modèles d'exploitation différentes, peut-être plus petits. Il y a une explosion des petites exploitations, autour des villes notamment. La ceinture alimentaire des villes, elle était autour de la ville. Et comme la ville s'est agrandie, on a construit dans les bonnes terres, qui étaient les terres évidemment idéales. S'il y avait une ville, c'est parce qu'on pouvait manger de l'eau, une rivière et la ville s'agrandit, c'est encore plus gros au Maghreb, où il y a du sable. Parce qu'il y a partout où il y avait de la terre cultivable autour d'Alger, tout ça, c'est la ville. Donc, oui, pour reconstruire cette ceinture qui fait qu'en gros, les fruits et légumes, tout ça, ça vient du périurbain. Et bien sûr que ça, si vous voulez, c'est ce qu'on est en train de faire. Les écoles d'agriculture, il y a surtout des jeunes filles qui ne sont pas des héritières foncières. Et donc, elles vont pouvoir retrouver 2-3 hectares à louer et faire une petite ferme à 2-3 copines, et puis ça marchera, elles diront les vendre au marché et tout ça. Et cette économie-là rapporte. Parce que ce qui rapporte aujourd'hui, c'est quoi? C'est ça. C'est les lieux à forte image de marque, c'est-à-dire les terres pourries, vous mettez des moutons, par exemple. Le Roquefort, vous pouvez prendre le comté du Jura, c'est-à-dire des terres qui n'étaient pas très bonnes, où on a fait des activités, et du coup on a fait de la transformation sur place pour produire de la valeur. Je prends l'exemple du comté, qui est un exemple d'intégration économique extrêmement intéressant. Et c'est ça qu'il faut regarder. Les grands espaces de production, ceux qui consomment l'essentiel des crédits européens, ce sont des plaines immenses où il n'y a personne. Personne n'a envie d'aller vite au milieu de la Beauce. Donc, il n'y a pas de marché foncier, le foncier ne monte pas, et du coup, effectivement, ils ont besoin d'argent pour tourner. Alors, peut-être qu'on pourrait discuter du modèle, mais peut-être aussi qu'on pourrait accepter de faire d'immenses fermes, totalement industrialisées. En quoi est-ce que 1000 vaches, j'ai beaucoup été dans le monde des vaches, parce que mon parrain était vétérinaire, j'ai passé mon enfance avec les vaches. Pourquoi 300 vaches, ça vit moins bien ensemble que 1000 vaches? Qu'est-ce qu'ils en savent, les gens des villes? Combien il faut être de vaches pour être contentes? La question, c'est comment on les nourrit, dans quel espace elles sont, etc. Vous savez, quand d'une exploitation de 1000 vaches, on récupère le gaz des vaches, ça produit autant de valeur que le lait. On double le chiffre d'affaires de l'exploitation et on fait une énorme machine écologique, parce qu'on produit du gaz. Donc, pourquoi on est contre? Pourquoi en Allemagne, ils généralisent le modèle? Et c'est quoi ce truc avec 15 vaches dans un bout d'un champ, un vieux avec un bâton qui les fait rentrer? Oui, mais ça, c'est pas cette espèce d'image d'épinal. Ce que je vous disais, ce décalage, en fait, compte, et le fait qu'on n'accepte pas que ce soit pas l'amour et d'entrée. Moi, je dis toujours. Non, mais vous avez raison. Voilà. Tout le monde passe à l'Aubrac quand il pense vache. Il dans les restaurants jamais mangé parce que vous ne pouvez pas vous payer une vache de l'Aubrac. Je sais pas combien ça coûte, mais ça coûte extrêmement cher. Donc, si vous voulez, le problème, c'est vrai. Et c'est aussi parce qu'on a un récit collectif qui est bâti sur la paysannerie. Vous savez, en 45. La rente foncière, la rente agricole est supérieure à la rente industrielle. Donc, si vous voulez, la France n'est pas un grand pays industriel, contrairement à ce qu'on raconte. Les grands pays industriels, c'est l'Angleterre et c'est l'Allemagne. Nous, on a été industriels après-guerre, notamment poussés par des gens comme le général de Gaulle, toute cette culture mécanique de la guerre, tout le débat sur les chars, etc. Bon, cette période industrialisante, et elle a duré jusqu'en 73. Et c'est ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Et puis après, à la crise du pétrole, qu'est-ce qui se passe? On valorise l'entrepreneur. Et on valorise plus le modèle social. Et depuis, on valorise l'entrepreneur, la start-up, etc. Bon. Et c'est le leader qui court plus vite que les autres qu'on valorise. C'est plus une pensée collective. Donc c'est bien ça qui se passe. Mais quand on raconte, par exemple, que l'industrie doit se redévelopper pour développer la société, l'industrie doit se redévelopper pour construire la course, les usines sont automatiques. Il n'y a pas d'ouvriers, ou très très peu. Donc c'est pas là que se crée l'emploi. L'emploi, il se crée dans le lien entre les humains et eux-mêmes, avec les vieux, les jeunes, les enfants, les jardins, les écoles. On crée des millions d'emplois dans le service, ce que faisaient les femmes avant.
Avant, on disait, c'est pas du travail. Ah ben non, c'est pas du travail. C'est ma femme, elle s'occupe de ma mamie, de sa petits-enfants et tout. Ben maintenant, c'est du travail. Il y a un article, alors, j'ai plus le nom de l'auteur, mais qui est sorti hier dans Le Grand Continent, qui était sur ce sujet en disant arrêtez de penser industrie et pensez service pour créer. Non, il ne faut pas arrêter de penser à l'industrie, parce que l'industrie, c'est de l'innovation, c'est de la création de richesse. Il faut être dans la course. Une usine, ça entraîne des chercheurs, des tas de connexions avec le cerveau, l'IA, etc. Donc c'est essentiel. Si vous avez un camping, ça a moins de connexions. Dans le tourisme, bon, le tourisme, il y a autant d'emplois dans le tourisme que dans l'industrie. Bon, et ça n'a pas les mêmes effets en termes de maîtrise de l'innovation, etc. Il ne faut pas tout mélanger, mais en termes d'emploi, le grand lieu de l'emploi, c'est les jardins, les forêts, les enfants, les vieilles personnes, etc. Tout ce qui fait, je dirais, ce qui était le travail gratuit des femmes. On se rappelait que 50% des femmes ne travaillaient pas en 70. Donc ces 50%-là qui ne travaillaient pas, on les remplace par quoi? On les remplace par des emplois salariés, sauf qu'on n'a pas encore inventé ni le nom, ni le statut, ni le revenu. Mais surtout la valorisation. Et c'est ça. Regardez le mot infirmière. Ça vient d'infirmier. Parce qu'avant, les blessés, on les mettait dans les trucs religieux. La guerre de 14-18, en Angleterre, il y a une infirmière qui a lancé l'idée qu'il fallait que les infirmières soient formées, etc. Pourquoi? Parce qu'on avait mis pour soigner les gens, il y avait les bonnes sœurs, et comme on manquait de bras, on a récupéré toutes les putes. On a dit, vous savez occuper des corps des mecs, c'est votre job, donc on va vous déplacer d'une partie qui peut permettre à l'autre pour arriver à les soigner. Et c'était pas compatible complètement, quoi, comme mode culturel. Donc, effectivement, on a développé la compétence de l'infirmière, c'est devenu un statut honorable. Il faut faire la même chose, on cherchait le mot, alors Martine Rouet parlait du terme, ça donne pas un mot. Moi, souvent, on discute, on dit quel mot on va inventer pour tous ces métiers, ce qu'on appelle des tata, service à la personne, jardinier. Tous ces métiers-là, c'est des millions d'emplois qui, pour l'instant, n'ont pas de nom, pas de convention collective. Ils ont une dérogation pour être payés en dessous du SMIC, c'est quand même absolument extraordinaire. Et donc, si vous voulez, là, on a un énorme problème. Mais c'est le lieu du discours négatif sur la société, parce que ces gens ont plusieurs emplois, travaillent d'une maison à une autre maison. Ils colportent un discours d'échec et d'effondrement. Et c'est un peu, l'autre jour, un psychologue, il dit, en fait, ça remplace le médecin du début du siècle, quoi. Celui qui allait de maison en maison, sauf que le médecin était un monsieur bien et tout, qui avait plutôt un discours positif sur le monde. Aujourd'hui, celui qui va de maison en maison, ce sont des gens mal payés, souvent issus de l'immigration. Regardez dans les maisons de retraite, je discutais avec le patron de Domus l'autre jour, il me dit, mais nous, l'essentiel de nos salariés sont issus d'immigration, mais ce sont des Français. Et la génération suivante. Et quand les gens rentrent dans la maison de retraite, ils croient qu'on a des sans-papiers. Et non, c'est des Françaises, en réalité. Tu vas faire ces métiers du soin, c'est ça que par là, elles peuvent effectivement monter dans la société. Ils trouvent une place et élever leurs enfants. On oublie toujours que nous, on n'a pas tous le même trajet. Les gens qui viennent en France, ils savent qu'ils sont mieux qu'avant. Et surtout, ils savent que leurs enfants sont mieux qu'eux. Donc, eux, ils sont dans cette truc très générationnel. Nous, en France, on est dans notre génération. Donc, on n'a pas la même question. Et effectivement, et c'est pour ça qu'on peut avoir des emplois qui ne soient pas les mêmes. Vous savez, une société où il n'y a pas d'immigrés, ben, c'est une société où les Français doivent faire tous les boulots. Donc, si vous ne voulez pas d'immigrés, ben, allez balayer. Ouais, mais on le dit tout le temps. Quoi? On le dit tout le temps, mais moi, je suis ici de l'immigration. De plus en plus. C'est pas grave. Bah non, moi, j'avais une grand-mère. Je le dis tout le temps, les gens ont un peu du mal à croire. Ma grand-mère était sénégalaise. Okay. Et mon autre grand-mère était juive finnoise. Donc, l'immigration d'Afrique. Ma grand-mère était bretonne à l'époque de Bécassine, c'était pas beaucoup mieux. Voilà. Et mon père était alsacien, donc on ne savait pas où il est mort. Deux petites choses qui m'ont interpellée. On a parlé d'autonomie alimentaire. Moi, je trouve que la taille de la région, c'est la bonne taille pour travailler ça. Il y a quelqu'un qui s'appelle Stéphane Linou, qui fait des défis. Des défis où il met, en fait, compte la situation, une partie du département en situation de stress, c'est-à-dire, allez, les Russes sont autour de nous et vous avez 30 km pour faire manger. Ils arrivent à peine à servir un repas. On n'y arrive pas, en fin de compte. Comment ça se fait que les collectivités locales et régionales, elles ne se sont pas emparées de ce sujet où, en fin de compte, elles auraient vraiment pu apporter quelque chose? C'est pas entièrement vrai. Prenez l'exemple de Montsartou, qui maintenant devient un modèle. Hein, c'est la commune qui a 20 ans acheté une ferme et qui nourrit toutes ces écoles et qui... partout, le modèle se duplique. Prenez les maisons de l'alimentation de la région Occitanie, qui se multiplient. Parce que l'idée, c'est comment on réapprend à cuisiner et comment les paysans dialoguent avec les cuisiniers pour produire exactement ce qu'il faut. Parce que c'est pas la même tomate pour le couscous, c'est pour une salade. Bon. Et donc, qui recrée ces liens. Donc, je pense qu'on est dans une période de réappropriation. Mais après, là où je suis d'accord avec vous, c'est que je pense qu'il faut régionaliser les politiques agricoles. Pourquoi? Parce qu'avec l'évolution du climat, quand les ch'tis ont les pieds dans l'eau, les mecs de Carcassonne meurent de soif.
Donc même en France, on est dans une limite hybride, où si vous voulez, en gros, dans le siècle qui vient, le climat il va se déplacer, mettons, de 300 ou 400 kilomètres, plus des ouragans. Il y a les deux, il y a les coups de poing et ça. Bon, si vous voulez, souvent, en gros, à Marseille, on aurait le climat d'Alger. Bon, si c'était si nul Alger, on ne se serait pas battu pour le garder. Donc arrêtez un peu vos discours sur les drames. De l'autre côté, le feu franchit la Loire. Donc, parce que l'échauffement, les pompiers, moi j'ai fait de la formation de pompiers, j'ai envoyé les pompiers vivre, se rien à Marseille. Bon, c'est pas la peine non plus qu'ils aillent à Manracette. Donc il faut aussi sécuriser les gens. Le climat se déplace, donc il faut l'anticiper. Regardez en Provence, croissance de l'olivier, croissance des cultures de l'amande, c'était ce qu'on importait du Maghreb. Maintenant, on le produit chez nous. Pourquoi? Parce qu'il fait le temps qu'il fait le Maghreb dans les champs. La vigne, il faut l'arroser. C'est quand on va arroser la vigne, alors qu'effectivement, il y a des régions où on voit la vigne se développer en Angleterre, et bientôt ils font du meilleur champagne que nous. Donc, vous voyez, le climat déplace l'agriculture. Le rôle, au fond, des sciences publiques et de l'Europe, c'est d'accompagner ce déplacement géographique avec les techniques et avec la question qui investit. Parce que, en France, souvent, nos entreprises sont suréquipées, parce qu'elles sont trop petites. Et donc, ils ont un énorme tracteur alors qu'ils n'ont qu'un hectare. Alors que le même tracteur en Allemagne, il va traiter 2000 hectares. Donc, forcément, le matériel va rouler plus. Vous regardez les moissonneuses-batteuses en Allemagne, souvent, elles travaillent 24 heures sur 24. Les chauffeurs changent. Je dis pas que c'est forcément bien, mais il se trouve qu'à un moment, ça rentabilise une machine qui vaut une fortune. Ça sert 15 jours par an. C'est pas comme si les mecs, toute la vie, ils étaient sur leur truc. Bon, chez moi, maintenant, les vendanges sont faites la nuit. Moi, je les ai faites à la main. Bon, il n'y a encore pas tellement longtemps. Tout le monde se réunissait. C'est un lieu de convivialité. Oui, papier en cours n'existe plus, etc. Donc, si vous voulez, c'est ça qu'il faut essayer de voir. Accompagnons ces transformations. Et la grande question, c'est qui finance? C'est-à-dire qui paye cette transformation? Actuellement, ce sont les exploitants. Et c'est très compliqué. C'est que les exploitants ont l'impression de passer leur vie à modifier leur modèle de production, à mettre de l'arrosage, à changer de variété, etc. Et en permanence, on leur dit, mais t'es à côté de la plaque, parce que tu utilises des produits qui ne sont pas... Ouais, et puis ils n'arrivent pas à valoriser non plus, Jean. Et ce que je veux dire, au final, l'agriculteur, il fait beaucoup d'efforts et il a une charge mentale énorme. Et au final, c'est pas lui qui ramasse le lingot. Regardez ce qui se passe au niveau mondial. Trump, il dit aux gens, forêt. Donc, utilisez votre capital pour produire plus. Et nous, on dit aux gens, utilisez votre capital pour décarboner votre entreprise. Et quand vous avez fini de décarboner votre entreprise, le chiffre d'affaires est le même. Mais votre pognon, vous l'avez mis là. Et en face, vous avez des gens qui, eux, augmentent leur chiffre d'affaires. Et qu'est-ce qu'ils font après pour vous racheter? Donc, on est comme ça. Donc, le marché mondial, c'est la même chose. Vous avez effectivement des endroits où on met l'argent pour avoir des politiques agricoles, essayer de lutter contre un certain nombre d'utilisations de produits, etc. Mais ça n'augmente pas le chiffre d'affaires. Et vous avez d'autres endroits où on ne fait pas la même chose. Donc c'est là où il y a des règles à mettre en place. C'est pour ça que je pense que la France, là-dessus, le modèle de la petite exploitation familiale doit rester comme un des modèles, mais un des modèles. On est dans une société où il y a des artisans et des grandes entreprises. Il y a Ikea et les gens qui travaillent le bois. Il y a partout une explosion, il manque 100 000 emplois dans le secteur des menuiseries, et pas des gens qui font des gens. Parce que tout le monde va avoir un parquet, etc. Parce que le bois, ça sécurise, ça fait chalet, ça fait ski, ça fait tout ce que vous voulez. Tout le monde maintenant met du bois partout. Bien. Et donc, effectivement, vous avez les deux métiers. Les artisans qui ont 2-3 salariés, qui vont faire du très beau travail, il y en a dans toutes les communes, et à côté, vous avez Ikea. On a un exemple comme ça. C'est pareil en agriculture. Il faut valoriser l'exploitation familiale, qui va produire, y compris transformer sur place, vendre des produits finis, aller vendre directement, etc. Ce que fait très bien le Roquefort et compter dans le départ. Et les glaces, c'est 15% des glaces artisanales sont faites à la ferme. Mais bien sûr, les glaces, mais la bière, je veux dire, mais ce n'est pas antinomique. Ça ne va pas remplacer le fait qu'en même temps, le niveau de vie des milieux populaires et la qualité alimentaire de la restauration collective est un enjeu absolument majeur. Donc, il faut tenir les différents bouts en même temps et arrêter de croire que les petites fermes sont l'avenir de l'agriculture ou que les grandes fermes sont l'avenir de l'agriculture. Ça dépend des secteurs. Moi, je pense que 1000 vaches bien organisées, ça produit beaucoup plus de richesses avec des salariés qui partent en vacances, qui partent après le week-end, qui ont le temps de s'occuper de leur famille. C'est pas forcément dramatique. On va bientôt se quitter, c'est ma dernière question et j'en avais préparé plein comme vous le savez, mais c'est pas grave, je resterai là-dessus puis un jour on se recravera. Moi ce qui me fascine, vous le savez, parce que vous avez eu la gentillesse de regarder ce que j'ai écrit, c'est l'influence. Qui influence quoi dans ce qu'on mange et dans notre assiette. Et je me dis, mais dans une société
très mondialisés. Par exemple, vous parliez de tracteurs. Moi, si je veux une pièce détachée pour mon tracteur que je n'ai pas, je dois demander à nos amis chinois de me l'envoyer parce que je n'en ai plus en France, je n'ai plus rien. Et en fait, qui contrôle qui mange ce qu'on mange? C'est-à-dire, c'est les grandes entreprises, c'est Cargill, c'est Syngenta, c'est les Chinois. C'est comment on fait dans cette société-là pour avancer alors qu'en définitive, on n'est même plus maître de ce qu'on mange? Alors, bon, il reste en France à peu près 380 000 fermes. Il y en avait 3 millions en 45. Donc c'est évident, quand on s'est mis à mettre des tracteurs dans les fermes, on a essayé d'en vendre 3 millions. Nous, avec 380 000 fermes, avec souvent 2 ou 3 tracteurs, enfin, on n'est plus du tout au même niveau. Bon, quand j'avais un tracteur, c'était un Renault. Et il y avait déjà 25 ans, enfin, bon, il roulait très bien. Bien. Aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, il n'y a plus ça, il y avait John Deere, c'était des tracteurs verts, il y avait les rouges, etc. Et c'était par couleur. Et les agriculteurs s'identifiaient. Et ça avait un sens politique. C'est comme les fusils de chasse. Il y a des fusils fabriqués en Russie, des fusils fabriqués aux États-Unis. Et qui ont une couleur politique. Moi, j'ai un fusil fabriqué en Russie. Bon, je ne chasse plus, mais il y a toujours le fusil. Bien. Donc, ça avait des codes, quoi, qui se diffusaient dans la société. Qui nous donne nos désirs alimentaires? Mais c'est un mélange. Je veux dire, regardez, on pleure parce que les cafés tabac disparaissent. Les McDo se multiplient. Le McDo est un lieu familial de rencontre. Le café tabac était un truc de mec. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est sûr que les McDo et les enfants, les anniversaires, tout ça, c'est pas mon lieu préféré. J'essaye de pas trop y aller. On est poussé, j'ai 14 petits-enfants. Bon, ah ouais. il faut une certaine... Mais c'est quand même un des plus grosses implantations en Europe, c'est McDo. Il y a 2400 McDo en France, mais le McDo, il va en voiture. Donc l'air d'un McDo, c'est pas comme un café tabac. Un café tabac, on y va à pied, sur le coin de la rue, on s'arrête le matin pour boire un café, le soir un petit coup de rouge. On achète des cigarettes, du tabac, comme ça. Bon, ça change. Mais ne prenons pas le changement pour un effondrement. Si vous voulez. On est dans une époque de changement extrêmement rapide. Ça va s'accélérer parce que la température nous oblige, pas seulement la destruction des écosystèmes, etc. Mais c'est pareil, regardez les oiseaux. Est-ce qu'il y a encore des oiseaux dans les champs? Beaucoup moins. Et il y a énormément d'oiseaux dans le périurbain. Parce que tout le monde met un arbre fruitier dans son jardin. En gros, on attrape les cerises qui sont en dessous parce qu'on n'a pas d'échelle. Et les oiseaux prennent les 2 tiers du produit. Regardez les périurbains, c'est des autres oiseaux extraordinaires. Donc, si vous voulez, il y a des choses qui se détruisent, bien sûr, mais en même temps, il y a des choses qui naissent. C'est pour ça qu'on dit toujours que je suis positif, mais parce que moi, je regarde la vie, quoi. Est-ce que c'est triste de faire encore plus d'amour que nos grands-mères? A priori, c'est pas triste, en même temps, c'est pas un objectif, etc. Est-ce que c'est triste d'avoir moins d'enfants? Sauf que tous nos enfants les aiment. Est-ce que nos grands-mères aimaient tous leurs enfants? C'était pas sûr. Est-ce qu'ils avaient tous désiré violemment? C'était pas sûr non plus. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on fait peu d'enfants, mais qu'on les aime énormément. Peut-être un peu trop, il faudrait un peu leur donner de temps en temps, les faire un peu courir. Mais c'est un peu le parcours, si vous voulez. Donc, essayons plutôt de comprendre les changements, de les raconter aux gens, pour que les gens n'aient pas peur du changement. Parce que le changement, vous ne le maîtrisez pas si vous avez peur. Et si vous croyez que tout s'effondre, et tout s'effondre pas, la vie continue à s'allonger. Moi, je veux dire une chose, on a gagné la bataille climatique. On a sauvé 300 millions de vies sans faire manger. Il y a 30 ou 40 millions de gens qui étaient sauvés par le vaccin. Il y a 30 ou 40 millions de morts à cause du Covid. La guerre climatique, c'est pareil. C'est la première escarmouche, on l'a gagnée, on s'est dit bien 4 milliards, 4-5 milliards. Et bien maintenant, ça va être pareil pour la guerre climatique. Peut-être qu'il nous faudra 50 ans, 40 ans, et on va la gagner pareil. Si vous ne dites pas aux gens, on va gagner la guerre, ils ne vont pas combattre. Pour qu'ils combattent, il faut qu'ils soient sûrs de gagner. Merci en tout cas de cette chouette conclusion. Moi, ce que j'adore toujours quand je vous entends et que je lis vos livres, et je rappelle, une France bousculée qui vient de sortir, c'est que vous êtes toujours un éternel optimiste. En fin de compte, vous ne voyez jamais bien dans votre vie, mais toujours un moitié plein. Ben oui, parce que tant qu'on est vivant, c'est génial. Ce qui compte dans la vie, c'est la mort. Parce que sinon, c'est magnifique. Et encore, peut-être que... Oui, enfin bon, on a même ennuyé un peu sur les autres, c'est pas pareil. Merci en tout cas de ce temps d'entretien. Et puis, je vous dis à bientôt sur nos antennes. Et puis voilà, on a tenu notre temps. Très bonne journée. Parfait. Au revoir. Merci. Merci à vous.